Bonjour, bonjour. Comme vous pouvez le voir ou le suivre, en Bolivie, il y a une très forte tension en ce moment. Donc, revenons un peu sur les événements qui ont provoqué cette tension. Il y a eu des élections présidentielles qui elles-mêmes ont été précédées d'une intense campagne médiatico-politique contre le président sortant qui se représentait, Evo Morales. Malgré cette campagne, Evo Morales gagne de 10,2% par rapport à son opposant, premier opposant, qui suit Carlos Mesa. Selon la loi bolivienne, si on fait plus de 40% avec une différence de 10% par rapport au deuxième, alors on est élu au premier tour. C'est exactement ce qui s'est passé. Evo a fait 47,2% et il y a eu 10,5% de différence par rapport à Carlos Mesa, arrivé deuxième. Donc Evo Morales est élu au premier tour. Sauf que l'opposition ne reconnaît pas les résultats, est descendue dans la rue, a provoqué des tensions très fortes dans ce pays. On en parlera bien évidemment. Et nous sommes dans une tension particulière. Le gouvernement bolivien a accepté de faire un audit des résultats électoraux, avec notamment l'Organisation des États américains et aussi le Conseil des experts latino-américains électoraux. Donc nous sommes dans un moment de très très forte tension en Bolivie. Et pour parler de ça, nous sommes avec quelqu'un qui nous est cher. Nous sommes avec l'ami journaliste franco-argentin Marco Tiruggi, qui est en ce moment même à La Paz, en Bolivie. Marco, comment ça va? Quelle est l'ambiance en ce moment en Bolivie? Bien, bonjour à tous. Il y a une ambiance en Bolivie assez tendue, non? Ça fait déjà plus d'une semaine qu'il y a des fortes mobilisations d'un côté et de l'autre, et il y a ce qui, maintenant, c'est impossible de douter, un essai de coup d'État. Disons que ça fait partie d'une série de pas qui ont été mis en place. Le premier pas, ça a été avant les élections, dire qu'il y allait avoir des faux résultats. Une fois que les résultats ont été connus, de ne pas reconnaître les résultats. Et en troisième mesure, il y a eu un débat à l'intérieur de la droite. Une partie a dit qu'ils étaient d'accord par rapport à faire un deuxième tour. Après, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de deuxième tour, ils voulaient une nouvelle élection générale. Après, qu'ils voulaient que le président Morales directement quitte le pouvoir. Et maintenant, ils disent que la seule solution, c'est qu'il parte. Non? Et en même temps, à l'intérieur de la droite, il y a comme deux grands dirigeants. Carlos Mesa, qui s'est présenté aux élections, et Camacho, qui représente l'aile la plus radicale, non? Qui est celui qui a donné à Evo Morales 48 heures pour laisser le gouvernement. Donc, d'un côté, il y a une droite qui dit que la seule solution, c'est que Morales laisse le gouvernement, et d'un côté, il y a le gouvernement qui dit on est prêt à faire un audit sur tous les voies, pour qu'il n'y ait pas de débat par rapport à quels ont été les résultats, et par rapport à ça, on aura une solution finale, et ceux qui font l'audit sont l'Organisation d'État américain, centralement, plus un comité dont tu parlais justement. Et l'Organisation d'État américain n'est pas justement une organisation très portée sur la gauche, non? Quand on voit quel a été son rôle par rapport au Venezuela toute cette année, Est-ce que c'est pas un peu risqué? Ils ont réussi à installer que l'OEA, voilà, sauf que la droite en Bolivie a réussi à installer que l'OEA, c'est une organisation de gauche, non? Donc il y a vraiment une grande confusion. Et ils ont convaincu à leur base sociale que la seule solution pour qu'il y ait un retour à ce qu'ils appellent la démocratie, c'est qu'Evo Morales parte du gouvernement. Ça, c'est la déclaration. Donc, il y a un essai de coup d'État déclaré. Camacho, qui est à la tête de ça, essaie de venir à La Paz. Lui, il a sa base à Santa Cruz, qui est à l'orient du pays, mais le pouvoir politique est concentré à La Paz. Donc, il essaye d'arriver à La Paz. À La Paz, il a une certaine capacité de mobilisation et il a ramené des groupes de choc pour faire des confrontations, centralement des gens qui ont été ramenés de l'Orient. Donc, il a sa propre force à lui, Camacho comme dirigeant, une base sociale qui demande que Evo Morales laisse le pouvoir et des groupes qui ont été payés et organisés pour faire une série d'actions violentes. Donc, mais il n'a pas une corrélation de force suffisante pour que Evo Morales soit obligé de renoncer. Et en plus, parce qu'il y a en ce moment même où on parle, un audit qui est en train de réviser voix par voix, une par une, quels ont été les résultats des élections du 20 octobre. Donc, il y a une nécessité d'accélérer les temps. Parce que quelle est l'hypothèse que beaucoup de personnes ont? C'est qu'ici, il y a un problème avec les résultats électoraux. Donc, une fois que l'OEA donnera le résultat final, elle dira que Evo Morales a gagné les élections. Donc, soit il essaye de faire son coup d'État maintenant, soit une fois que l'OEA dira qu'effectivement Evo Morales est le président, il sera de plus en plus découvert qu'il est en train de faire un coup d'État. Donc, il a une nécessité temporelle
Mais eux, ils disent déjà qu'ils ne vont pas reconnaître les résultats de l'audit. Donc il y a une grande pression d'un côté pour essayer de faire le coup d'État. Et du côté du gouvernement, il y a une grande capacité de mobilisation. Aujourd'hui, il y a eu une mobilisation énorme de El Alto, qui est la ville au-dessus de La Paz, qui est un territoire très, très organisé, avec beaucoup d'appui au président, qui est descendu jusqu'à La Paz, avec vraiment une mobilisation grande, avec des paysans, avec des Indiens, avec des travailleurs de la mine, avec des gens de la ville, disons, une grande capacité et surtout une grande force de classe. Non, quand on voit la mobilisation, c'est des mineurs qui sont avec les casques, et c'est la centrale ouvrière bolivienne qui est en train de dire nous, on va défendre le gouvernement. Parce qu'en Bolivie, c'est important de dire que ce n'est pas seulement un président, c'est un processus politique qui est beaucoup plus riche que de penser seulement en termes d'un président, un vice-président. Non, c'est une construction très plurielle, très grande, qui incorpore beaucoup de mouvements historiques, qui ont une table de coordination entre les mouvements, qui est la Coordinadora Nacional de Movimientos, et qui ont un accord avec le gouvernement. Donc, c'est plus complexe qu'une logique d'un président. Donc, ces mouvements sont dans la rue en train de défendre le gouvernement. Donc, il y a une tension très forte en ce moment, parce que la droite essaye de créer des confrontations, et tous les mouvements qui font partie du processus de cambio, comme on l'appelle, sont en train de défendre le président, et surtout le fait qu'ils ont gagné les élections. Hein. Si on parle aux gens, ils disent non, on est en train de défendre notre vote, on a gagné. Tout à fait, tout à fait. Alors, tu parles de tension. Hier, il y a eu un événement, l'hélicoptère présidentiel a dû atterrir en urgence parce qu'il y avait un problème technique. Donc officiellement, ce sont des processus où les ennemis internationaux d'un processus progressiste peuvent agir pour tuer le président ou pour tuer la personne qui gère les rênes du pays. Il semble que l'armée a aussi conforté en fait la constitutionnalité des forces armées. Elle ne s'est pas prononcée pour un coup d'État. Qu'est-ce qu'on peut attendre des forces armées boliviennes? Et puis je vais te donner aussi une petite question. Toi qui as vécu les guarimbas, donc des manifestations ultra-violentes au Venezuela, toi qui les as vécues, est-ce que tu vois des ressemblances entre ce qui se passe actuellement en Bolivie et ce qui s'est passé au Venezuela il y a 2 ans? Bon, pour commencer avec l'hélicoptère, la séquence est la suivante. Camacho a dit Evo Morales a 48 heures pour quitter le gouvernement. Et juste avant que ces 48 heures finissent, l'hélicoptère où était Evo Morales a eu un accident et a dû atterrir d'urgence. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas dit que ça a été un attentat, mais on peut penser que ça ferait partie justement de la stratégie qui est en train d'utiliser le secteur qui est en train d'essayer de faire un coup d'État. Pensons qu'il n'y a pas vraiment de limite par rapport aux méthodes qui peuvent être employées. Enfin, il ne faut pas penser en termes européens de la confrontation politique, sinon en termes latino-américains et en termes de la droite latino-américaine et en termes d'une droite qui est financée et qui a un grand appui de la part des États-Unis. Et dans le cas de la droite bolivienne aussi, de la droite du Brésil. Non, il y a un financement brésilien dont on ne parle pas encore vraiment, mais qui fait partie de toute cette opération. Donc, pendant qu'il dit il y a 48 heures pour que Evo Morales laisse le gouvernement, il y a son hélicoptère qui tombe, qui a un accident. Donc, on peut penser qu'il y a eu un sabotage, par exemple, ou un attentat. Les forces armées, pour le moment, sont fidèles au gouvernement. Mais comme je disais au début, Camacho, ou la stratégie qui s'est faite de faire un coup d'État, a une force, mais n'a pas assez d'éléments pour arriver à son objectif. Quels sont les éléments dont ils ont besoin? Soit la force armée, soit la police, soit que les quartiers populaires descendent pour exiger que Evo Morales laisse le pouvoir. Les quartiers populaires ne vont pas descendre pour exiger qu'Evo Morales laisse le pouvoir. Donc il y a deux grands facteurs qui sont en débat, qui sont la force armée et la police. Ce qui est en train d'essayer de faire Camacho et la stratégie du coup d'État, c'est justement de briser soit les forces armées pour faire le coup d'État, ou pour essayer de faire un attentat contre Evo Morales, soit de briser la police pour que la police fasse partie d'un scénario où, par exemple, il libère le terrain pour que les forces de l'opposition puissent avancer sur le palais présidentiel. Non, pensons à ce genre de scénario de rue. Pour le moment, il ne l'a pas. Donc, il a une grande force pour pressionner. Il a l'appui des grands chaînes de télévision, de radio, de journaux, mais il n'a pas une force telle de façon à mettre en crise le gouvernement jusqu'au point où Evo Morales doit prononcer. Donc, il a une grande capacité de générer de la violence
une déstabilisation, un blocage de rue, une violence très classiste, très raciste, ça c'est très important de le dire. Disons qu'il y a tout un discours très démocrate de Camacho, mais dans la rue, ce qu'on voit, c'est de la discrimination, c'est des insultes racistes, c'est tout un pays qui est profondément brisé dans une profondeur très difficile à comprendre d'un regard qui ne soit pas bolivien, qui réémerge. Donc la droite, qui est très classiste, a à nouveau ce discours très xénophobe, très discriminatif, qui n'est pas seulement des mots, mais des actes, des insultes dans la rue pour les gens, par exemple, qui sont aymara ou quechua, ou qui utilisent des chapeaux, des grandes robes qu'utilisent les femmes ici indiennes. Il y a à nouveau tout ce racisme qui émerge. Et donc, de l'autre côté aussi, il y a une sensation de nécessité de se défendre par rapport à un ennemi qui réapparaît, qui pendant ces dernières années avait été assez discret, non, avait essayé de ne pas montrer son racisme de façon si violente. Et maintenant, tout ça, ça réapparaît. Donc, ça crée une situation très importante. Et ce qu'on voit du côté de Camacho, c'est une structure très organisée, comme si ça faisait partie d'un scénario qu'on met en place. Non seulement par rapport au discours, aux mots-clés, mais surtout par rapport à qui sont les gens qui sont dans la rue et quel est le discours qu'ils ont. Ils ont un discours, comme tu disais, très ressemblant à ce qu'a été en Venezuela de la droite. C'est un secteur très jeune, généralement des classes moyennes, avec une grande violence, avec des groupes qui sont préparés, qui sont financés, donc ils ont des armes, ils ont des grands boucliers, ils ont, disons, toute une structure pour pouvoir faire face à une confrontation avec la police, et un discours qui dit « nous, nous sommes la démocratie, les autres, c'est la dictature », et une structure communicationnelle qui arrive à faire que ce message qui est, disons, très difficile à croire dans un pays comme la Bolivie, que Evo Morales serait un dictateur, arrive à permettre dans certains secteurs. Donc il y a vraiment des personnes qui sont convaincues que Evo Morales est un dictateur et qui sont en train de défendre la démocratie. Donc ça, c'est très dangereux parce qu'il faut démonter cette idée. Donc il y a une masse qui se mobilise à La Paz et dans une partie du pays, un discours qui n'est pas un discours forcément de droite. C'est un discours qui peut revendiquer par exemple la nécessité de préserver l'environnement, qui parle du nationalisme, de la liberté, de la démocratie, et un troisième niveau qui est le niveau de ceux qui dirigent vraiment le conflit, qui est un niveau absolument d'essayer de faire un coup d'État. Donc c'est comme un oignon, disons, il y a plusieurs niveaux, et donc c'est compliqué de voir comment bouger. Maintenant, c'est clair, c'est un scénario de coup d'État, il y a un discours organisé qui n'est pas manifestement de droite, mais qui transmet un message qui finalement essaye de faire un coup d'État, et une base mobilisée qui a des différentes demandes. Non, il y a des gens très racistes, mais il y a aussi des jeunes qui disent nous, on veut changer de gouvernement. Vraiment, il y a eu un fraude pendant les élections. Enfin, il y a des gens qui sont convaincus qu'ici, au moins, ça frichait. Oui, ça ressemble quand même étrangement aux événements qui se sont passés au Venezuela il y a 2 ans et au Nicaragua l'année dernière. Marco, une dernière question. Qu'est-ce que représente la bataille pour la Bolivie au niveau international et surtout au niveau régional dans une Amérique latine qui connaît depuis quelques semaines d'énormes soubresauts? Qu'est-ce que représente cette bataille pour la démocratie, pour la continuité du gouvernement d'Evo Morales en Bolivie? Je pense qu'en Amérique latine, en ce moment, il y a trois temps très différents et qui sont en train d'être en plein mouvement. Un temps qui est de lutte contre les procès néolibéraux. Non, en Argentine, on a gagné avec les votes. Il y a un grand mouvement en Équateur qui, dans ce moment, est en train de négocier. Un grand mouvement de contestataires au Chili. Donc, les projets néolibéraux sont en crise. Ils sont en crise et disons qu'il y a différentes façons de confronter ces projets, soit à travers les votes, soit à travers les rues, soit en combinant les votes et les rues. Ça, c'est un premier niveau qui est en train de se passer. Un deuxième niveau, c'est l'essai de réarticuler un axe progressiste de gauche en Amérique latine. Donc, il y a par exemple la dernière réunion qu'il y a eu entre le président qui vient d'être élu, Alberto Fernandez en Argentine, avec le président du Mexique. Non, essayer de reconstruire un axe qui reprendrait une initiative après un certain temps de la droite. Et il y a les gouvernements qui viennent de tout ce qui a été ces dernières années de progressisme de gauche, d'essais révolutionnaires, qui sont en train d'être assediés par les États-Unis. Donc moi, je pense que si on regarde ça depuis le regard nord-américain, il y a une nécessité de défendre les projets néolibéraux qui sont en crise, non seulement par rapport à la possibilité de gouverner, mais en termes d'idées. Il y a un très fort critique à la possibilité néolibérale. Il y a un regroupement des forces progressistes et il y a une nécessité pour eux de en finir avec tout ce qui est laissé qu'a fondé Chavez, Evo Morales et tout ce cycle progressiste. Donc, tout ça, c'est en simultané. Et la Bolivie, pendant un certain temps, avait été étrangement hors de la grande scène des débats, non? Disons que la Bolivie,
ça allait dans un temps à eux, les États-Unis n'en parlaient pas vraiment, personne n'en parlait, et d'un coup, tout le monde disait à un moment ça va finir par arriver, ça a fini par arriver. Et je pense que là, il faut regarder le continent américain, il faut regarder la grande dispute géopolitique des États-Unis, il faut regarder ce que représente la Bolivie en termes de ressources naturelles, en termes de ressources et en termes d'alliance avec la Russie, en termes de développement d'une industrie qui puisse faire que ça permette un croissement de la société, de l'économie bolivienne, dans un projet qui se déclare anti-impérialiste, qui se déclare latino-américain, disons qui met en crise aussi la nécessité des États-Unis qui est d'avoir un président comme Piñera au Chili ou un président comme Moreno en Équateur, c'est-à-dire des présidents absolument disciplinés par rapport à ce que veulent les États-Unis. Donc je pense qu'ils sont en train d'essayer d'accélérer. Et la Bolivie est entrée dans le schéma. Ça a commencé cette année, enfin ça a commencé, ça fait des années que ça dure, mais avec le Venezuela très fort, avec l'apparition de Guaido, et maintenant ça connecte avec la Bolivie. Je pense qu'ils sont en train d'essayer, je pense qu'ils ont les conditions nécessaires, et surtout ils ont une urgence. L'urgence c'est qu'il n'y ait pas en Amérique latine ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un grand questionnement à leur projet, et une émergence et un réaccroupement de tout ce qui est une possibilité d'alternatives politiques, économiques et sociales. Marco Teruggi, merci pour ton éclairage. On comprend mieux, j'espère que les personnes qui nous suivent pourront se faire leur propre idée de ce qui est en train de se jouer en ce moment en Bolivie. Marco, merci et à bientôt, j'espère. Merci à vous.